Alors en vrai, peu le savent, mais c'est l'un des hommes les plus puissants et l'un des plus influents du Troisième Reich. Ça a été le maître absolu de la SS et qui finira par arriver à la tête de toutes les forces de police allemandes, notamment la Gestapo. Et donc après Goebbels, Pétain ou même Mussolini, je vais vous parler de Heinrich Himmler. Eh ouais, approchez-vous mes loges franches cavernicoles, c'est le nom d'un poisson. On va retracer toute la vie de Himmler, de sa naissance jusqu'à sa mort, en dévoilant bien entendu au passage ses plus sombres secrets. Il gravira tous les échelons du Troisième Reich, jusqu'à faire partie des pires dirigeants de ce cher Adolf. Et d'ailleurs, Adolf finira par lui donner le surnom de Heinrich le Fidèle. Mais Himmler sera aussi obsédé par les sciences occultes, les sorcières ou même l'Atlantide. Et il demandera même à Hugo Boss de concevoir les uniformes de ses troupes SS. Il finira par devenir aussi l'architecte impitoyable de la donc le fameux terrible moteur de la solution finale. Mais il se trouve que c'est toujours Himmler derrière les camps de concentration, les chambres à gaz ou même les fours crématoires. D'ailleurs, ça lui vaudra le surnom de la machine à extermination du Troisième Reich. Ou encore même le meurtrier du siècle ou le des... Mais en vrai, comment ce type fragile est devenu l'un des criminels les plus redoutés de l'histoire? Eh bien, je vous propose qu'on commence par explorer déjà sa petite enfance avant ses débuts au parti d'Adolf. Alors, Heinrich Louis-Paul Himmler est né à Munich le 7 octobre 1900. Son père, il est professeur, tandis que sa mère, elle s'occupe de lui et de ses deux frères à la maison. C'est très classique à l'époque. Et donc, bon, le petit Himmler, c'est un enfant studieux, timide, mais quand même, il est bon à l'école, sauf en sport. Parce qu'en effet, dès le départ, il a des difficultés à cause de sa santé assez fragile. Et d'ailleurs, il souffre notamment de problèmes de digestion et il a une vue assez dégueulasse, quoi, quand même, faut dire. Mais bon, il tente malgré tout de s'entraîner chez lui avec des haltères pour gagner un petit peu de muscle et de force. Et ça marche pas hyper bien. En tout cas, Himmler, il commence à tenir un petit journal intime à partir de ses 10 ans. C'est une mine d'or pour nous, évidemment, aujourd'hui, parce que on voit que déjà à ce moment-là, il a beaucoup d'intérêt pour les actualités, les duels, la religion ou même la sexualité. Mais on peut aussi voir qu'il s'intègre assez bien à la société et qu'il sait parfois se montrer gentil et généreux. On s'imagine pas du tout le génocidaire froid et cruel qu'il finira par devenir dans quelques années. Par exemple, à un moment, il va faire la lecture à un aveugle. Et une autre fois, il est même bénévole dans un événement qui aide les orphelins. Puis, la Première Guerre mondiale éclate alors que lui, il a 14 ans. Et là, les journaux d'Himmler montrent qu'il s'intéresse de très près à ce sujet. Et il décrit l'ambiance dans sa ville, donc à côté de Munich, là, avec pas mal de mépris et de dédain. Les craintifs petits bourgeois de Landshut baissent la tête et ont peur d'être massacrés par les Cosaques. Il n'y a d'ailleurs, en Basse-Bavière, pas beaucoup d'enthousiasme dans ceux qui sont restés. On dit que, quand fut connu l'ordre de mobilisation générale, dans la vieille ville, tout le monde pleurnichait. Or, je ne m'attendais pas à ça des gens de Basse-Bavière. Et puis en parallèle, comme sa santé est pas fofolle, il tombe souvent malade. Et du coup, durant ces moments-là, il en profite pour lire pas mal de bouquins. Notamment un livre qui accuse les francs-maçons et les juifs d'être à l'origine de la Première Guerre mondiale. Himmler décrit alors dans son journal que ce bouquin-là lui a ouvert les yeux. Mais bon, en tout cas, Himmler commence une formation dans l'armée à seulement 15 ans. En fait, il veut suivre l'exemple de son grand frère, qui lui combat sur le front ouest. Et 2 ans plus tard, Himmler tente de s'engager dans la marine allemande. Mais il est recalé à cause de sa myopie et de son jeune âge, vu qu'il a même pas 17 ans. Mais bon, comme son père, il a des contacts, Himmler parvient tout de même à intégrer un régiment d'infanterie. Et il va passer alors 6 mois en formation d'officier. Puis il est admis dans un bataillon de l'armée de terre. Là, à ce moment-là, Himmler, ça y est, du coup, il s'emporte, il se voit déjà mener une grande carrière dans l'armée, et il signe même soldat Heinrich dans les lettres qu'il envoie à ses parents. Mais bon, quelques mois plus tard, la guerre prend fin avec la défaite, donc, comme vous le savez, de l'Allemagne. Donc là, l'armée se retire, Himmler est démobilisé, sans avoir jamais vu le front, à sa grande déception. Et du coup, les pays vainqueurs de la guerre imposent de lourdes restrictions à l'armée allemande. Et donc, les résultats, les perspectives de carrière militaire d'Himmler sont juste anéanti. Il finit par s'y faire, et puis l'année suivante, le jeune homme, qui à ce moment-là, 19 ans, se tourne vers l'agriculture. Et là, il reprend alors ses études à Munich, tout en étant stagiaire dans une ferme-école. Et en vrai, ce domaine, ça lui plaît bien, quoi. Il écrit dans son journal qu'il veut devenir agriculteur, et en parallèle, il continue à rêver d'une carrière quand même dans l'armée, quoi. Malgré le contexte qui est un peu bancal, quoi, un peu foireux. Et d'ailleurs, il intègre même une unité de réserve militaire. Mais à ce moment-là, il commence quand même à éviter les élèves juifs, signe qui devient petit à petit antisémite. Et puis, il s'investit aussi dans pas mal d'associations, notamment de l'escrime, ainsi que dans des groupes d'étudiants racistes et nationalistes. Et il rejoint même à ce moment-là une ligue de jeunes d'extrême droite qui rêvent de créer un empire allemand. En fait, ces gens-là parlent d'envahir les pays de l'Est et leur slogan est « le sang, le sol et le glaive ». Mais bon, on sent dans le journal d'Himmler qu'il est à la recherche de changements et d'idées radicales. Et il projette alors à un moment d'aller s'installer en Russie, puis en Turquie. D'ailleurs, il commence aussi à adhérer à des concepts de pureté germanique, de race aryenne supérieure. Et il a
assiste à des conférences sur ces thématiques. Et du coup, c'est dans ce contexte très particulier qu'il se rapproche d'un certain Ernst Röhm. Et ce Ernst, c'est l'un des fondateurs du parti qui justement a été créé depuis pas si longtemps que ça, quoi. Et du coup là, Ernst Röhm convertit rapidement notre jeune Himmler, qui est à ce moment-là autour des 21 ans, à ses idées encore plus radicales. Et donc dans le journal d'Himmler, on voit que ça contient de plus en plus de remarques antisémites. Mais bon, le temps passe et il finit par obtenir son diplôme d'ingénieur agronome à 22 ans. Là, l'Allemagne traverse alors une profonde crise politique et économique. Vraiment, ils ont été ruinés. Et Himmler, il est contraint d'accepter un emploi de bureau mal rémunéré. Mais surtout, il adhère au parti le 1er août 1923, à l'âge de 22 ans. Et donc là, Himmler fait alors partie des premiers fidèles. Mais son ascension va passer par beaucoup d'étapes avant d'arriver au sommet du parti. Bref, Himmler est à peine arrivé dans ce parti qu'il participe déjà à un putsch de la brasserie. En gros, c'est une tentative ratée de coup d'État quand même qui a été menée par Adolf Hitler en 1923. Bon, là, de nombreux membres du parti sont alors arrêtés et emprisonnés, notamment et Röhm. Mais de son côté, Himmler échappe à la prison en raison de son jeune âge et par manque de preuves. Cependant, il va perdre son job et il ne parvient pas à en retrouver un. Forcément, il finit par retourner vivre chez ses parents. À ce moment-là, faut vous le dire, Himmler, il est vraiment hyper frustré par tous ses échecs. Et donc, ça fait qu'il va devenir encore plus irritable, encore plus agressif et radical. Mais il profite quand même de la situation pour essayer de se faire une place dans le parti. Et là, à seulement 23 ans, il commence alors à bosser comme assistant à la propagande. En même temps, il n'avait pas d'autre option parce que plus personne voulait de lui. Et là, il va se montrer immédiatement très actif. En fait, il se déplace de ville en ville pour prononcer des discours et distribuer des tracts. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, Himmler n'était pas spécialement sensible à la personnalité d'Hitler. Mais à un moment, il finit quand même par s'y intéresser à force d'en entendre parler. Et en réalité, très vite, ce cher Himmler se met à admirer, voire même à le vénérer. Parlons-en puisque il a été emprisonné et il est resté à peu près 1 an derrière les barreaux, mais au bout d'1 an, il a eu une libération anticipée. Et là, il reprend alors rapidement les rênes de son parti. Himmler, il est ravi. Et à ce moment-là, il est d'ailleurs chargé d'intégrer les nouvelles recrues de sa région. Et puis en parallèle, Himmler est accepté au sein de la Schutzstaffel. Ça a un autre nom qu'on connaît davantage aujourd'hui, c'est la SS. Mais bon, pour le moment, cet escadron est chargé d'assurer la garde rapprochée. Bon, au début, Himmler est tout en bas de l'échelle de la SS. Mais dès l'année suivante, il est nommé chef de district SS de sa région, à 25 ans. Concrètement, ça veut dire qu'il dirige un petit groupe de SS. Et d'ailleurs, au cours de l'année, il fait aussi la connaissance de Margaret Siegroth, qui est surnommée Marga. En fait, c'est une infirmière divorcée, âgée de 7 ans de plus que lui. Elle est grande, blonde, aux yeux bleus, donc elle correspond bien à l'idéal de la femme aryenne. Et là, Himmler et Margaret, je vous la fais courte, ils entament une relation. Et puis à 26 ans, Himmler monte en grade et il devient chef adjoint de la propagande du parti. Là, il en profite alors pour collecter des statistiques sur les juifs, les francs-maçons, les communistes. Il se rapproche aussi de plus en plus d'Hitler, qui devient alors tout simplement son nouveau guide. Et en retour, lui accorde sa confiance en le nommant chef adjoint de toute la SS, à tout juste 27 ans, quoi. En parallèle, Himmler, il rejoint aussi un truc qui s'appelle la Ligue Artam. En gros, c'est un autre mouvement de jeunesse d'extrême droite allemande. Et c'est là qu'il rencontre alors Walter Darré. En gros, lui, c'est l'un des principaux défenseurs de l'idéologie. Et Walter Darré, il aura une grande influence sur la personnalité et la pensée d'Himmler. D'ailleurs, à l'époque, Himmler, il quitte la religion catholique. Et à la place, il se tourne vers la mythologie germanique. Et la mythologie germanique, c'est un ensemble de divinités et de légendes très proches de la mythologie quand même nordique. Et ça devient alors pour lui une véritable religion. Et d'ailleurs, ça nous amène alors au tout premier grand secret de cette vidéo. En fait, Himmler était plus obsédé que n'importe quel par le concept de race supérieure aryenne. Il y croyait vraiment dur comme fer. En fait, il était même persuadé d'être la réincarnation de Henri l'Oiseleur. En gros, c'était un roi germanique du Xe siècle. D'ailleurs, il fera carrément déplacer les ossements du roi dans la crypte d'une cathédrale. Mais en parallèle, il s'intéresse aussi aux sciences occultes. Donc, en gros, des croyances qui sont ni religieuses, ni scientifiques. C'est plus dans le style alchimie, magie. Et d'ailleurs, apparemment, même lui-même se demandait si Himmler, au bout d'un moment, il n'avait pas un petit problème psychologique. Et ça, c'est quand même très important à savoir pour comprendre la suite. Parce que Himmler, il va tenter de transformer le en quasi-religion à partir de ces croyances-là. Et la SS, pour lui, deviendra alors une sorte de quasi-secte sous ses ordres.
On aura l'occasion de reparler d'autres croyances très étranges d'Himmler par la suite. En tout cas, le mariage entre Himmler et la petite infirmière, là, Marga, a lieu pendant l'été, après 2 ans de relation. Et ensemble, ils auront une fille 1 an plus tard. D'ailleurs, pour l'anecdote, Himmler investit l'argent de la dot de Marga dans un élevage de poulets. Et c'est Marga alors qui va s'en occuper. Mais bon, elle se plaindra quand même de l'absence récurrente de son mari. Parce qu'en effet, Himmler, il est quand même rarement à la maison. Au début, il passe quand même des petits coups de téléphone tous les jours à sa femme et à sa fille. Mais cette routine va pas durer très longtemps. Parce qu'au bout de quelques années, il délaissera alors rapidement sa famille au profit de sa carrière politique. Et d'ailleurs, sa patience du côté des elle commence à payer. Et il est nommé alors à la tête de la SS à l'âge de 28 ans. Mais malgré cette responsabilité impressionnante, pour l'instant, c'est juste 280 hommes. C'est pas non plus énorme. Elle en est qu'à ses tout débuts. Mais Himmler est désormais très proche et d'ailleurs, ce dernier commence même à le surnommer le fidèle Heinrich. Bon, en tout cas, pour le moment, vous voyez, Himmler, c'est encore considéré par les comme un brave petit homme, quoi. Mais à partir de 29 ans, là, il va commencer à dévoiler une facette un peu plus sombre. Là, pour vous dire, en l'espace de 2 ans, Himmler, il bosse dur et il développe les effectifs de la SS pour les multiplier par 10. Donc, il passe de 280 à quasiment 3000 membres. Et il fait aussi partie des tout premiers élus au Parlement allemand. D'ailleurs, 1 an plus tard, arrive à la tête de l'Allemagne en étant nommé chancelier. Et là, vous savez un peu, le pays bascule brutalement dans la dictature. Mais pour Himmler, c'est une aubaine, puisque lui, il peut continuer à développer les forces SS et il passe désormais à 52 000 SS sous ses ordres. C'est relativement peu comparé à la SA, qui est la section d'assaut nazi, parce que la SA, c'est 1 million de membres. Et elle est dirigée par Enstrom, vous savez, du coup, l'ancien mentor d'Himmler. Les SA, en fait, tout le monde peut venir grosso modo, donc c'est pas... ça va quoi. Alors que les SS, c'est un peu plus les gars d'élite, quoi. Ils sont hyper stricts pour les admissions. Himmler n'accepte que les candidats qui prouvent leur appartenance à la race aryenne. Les candidats sont sélectionnés selon des critères nordiques, comme un pépiniériste qui tente de reproduire une bonne vieille variété altérée et dégradée. Nous sommes partis des principes de la sélection végétale, et nous procédons sans aucune honte à éliminer les hommes que nous estimons inadaptés à la construction de la SS. Personne n'ose vraiment dire à Himmler qu'il correspond pas trop à ses propres critères, toi. Il est pas très grand, il est pas blond, il a pas les yeux bleus. Mais bon, pour se démarquer encore plus de la SA, il va demander à Hugo Boss de concevoir un nouvel uniforme unique pour les gars de la SS. Mais bon, de plus en plus de dirigeants pensent que Röhm et la SA sont dangereux. Mais dangereux plutôt dans le sens où ils pourraient menacer le parti lui-même. Et ça, ça va finalement conduire à la nuit des longs couteaux. Et là, Himmler, il accuse Röhm, avec ses SA, d'avoir un projet de conspiration secrète contre... Bon, en réalité, ça on le saura plus tard, mais il a tout inventé. Il parvient quand même à convaincre de supprimer ces menaces. À partir de là, il va pouvoir assassiner des dizaines de cibles avec ses SS, notamment Ernst Röhm, donc son ancien mentor, ainsi que des responsables de la SA et d'autres petits rebelles par-ci par-là. Et cet événement renforce alors encore plus sa position. Et ce qui fait que là, à 33 ans, il réussit enfin à obtenir le contrôle de la Gestapo. Alors la Gestapo, on l'a pas encore dit, en fait, c'est la police secrète du Troisième Reich et qui est chargée de lutter contre les opposants du régime. Et Himmler récupère aussi la gestion des camps de concentration. En fait, c'est lui qui va créer le tout premier camp officiel à Dachau et qui va servir d'abord à interner les opposants politiques. Et il met au point tout un système qui servira de modèle aux futurs camps de concentration, notamment l'isolement, les travaux forcés, le recours à la force, à la peur, aux exécutions. Mais en parallèle, Himmler, bien entendu, il continue avec ses petites obsessions un peu étranges. Et à 34 ans, il fonde l'Ahnenerbe. En fait, c'est un institut de recherche dédié à la fameuse race aryenne. En fait, le but d'Himmler est de prouver les théories nazies sur la supériorité des Aryens. Et là, l'Ahnenerbe commence donc des recherches en archéologie, en religion, en littérature. Mais en vrai, à ce moment-là, peu de gens savent à quel point ce délire va loin. Et là, deuxième secret, justement, Himmler est persuadé que l'Atlantide a vraiment existé et que justement l'Atlantide était habitée par des Aryens. Et d'ailleurs, pour lui, c'est simple, c'est même l'origine des Aryens. Alors il envoie des expéditions au Tibet, en Scandinavie, en Crète et ailleurs pour chercher des traces de l'Atlantide. Et en parallèle, il réquisitionne le château de Wewelsburg, en Allemagne, qui deviendra alors son QG. Et il en fait alors un lieu de formation et de culte pour la SS. Et il le transforme même en un véritable Camelot. Himmler s'approprie les légendes de la table ronde ou même du Graal pour les transformer en mythes SS. Et il nomme alors 12 officiers SS comme ses disciples, un peu comme les 12 chevaliers de la table ronde. Et ils se réunissent alors ensemble régulièrement pour accomplir des rituels occultes. D'ailleurs, une pièce est aménagée dans le château pour accueillir le Graal lorsqu'il sera éventuellement découvert. Et des prisonniers de camps de concentration seront utilisés comme main-d'œuvre pour réaliser la majorité des travaux.
Et à 35 ans, Himmler crée aussi des Lebensborn. En fait, ce sont des maternités SS. Là, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'enfants qui vont répondre aux critères de la pureté aryenne. Et quelques mois plus tard, unifie toutes les forces de la police du... Et là, il a la bonne idée de placer Himmler à leur tête. Ce qui fait qu'à 36 ans, Himmler crée alors une milice chargée de lutter contre les homosexuels et les avortements. Là, les camps de concentration se multiplient et se remplissent de milliers d'innocents. Mais Himmler prévoit un projet encore pire contre les Slaves et les peuples de l'Est. En fait, selon lui, les rabaisser, même au rang d'esclaves, ça suffirait vraiment pas. Il faudrait aller encore plus bas. Et du coup, il préconise tout simplement de les décimer, en empêchant les naissances et en obligeant les avortements. Et en plus de ça, de réaliser des stérilisations et des exécutions en masse. Autrement dit, il envisage des génocides complets. Et là, justement, la Seconde Guerre mondiale se prépare. Là, à ce moment-là, en parallèle, lui, il cherche vraiment un prétexte pour envahir la Pologne. Ça le démange. Et alors, Himmler et ses assistants vont alors mettre au point l'opération Himmler. Des agents de la SS et des militaires allemands vont tout simplement enfiler des uniformes polonais et ils vont alors attaquer des bâtiments frontaliers en Allemagne. Et en repartant, ils vont laisser des cadavres vêtus d'uniformes polonais sur place. Alors, en réalité, les corps, c'était des prisonniers de camps de concentration qui ont été tués pour ça. Mais bon, en tout cas, cette opération est considérée comme le premier acte de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À ce moment-là, l'Allemagne, elle envahit alors la Pologne en faisant croire qu'elle se défend. Là, autorise alors Himmler et la SS à exercer un contrôle total sur les zones occupées. Himmler envoie alors des escadrons de la mort tuer des intellectuels et des civils polonais. Au total, on aura alors 65 000 Polonais assassinés en quelques semaines, sans distinction d'âge ni même de sexe. Mais Himmler ordonne aussi de rassembler les Juifs pour les interner dans des ghettos et des camps de concentration. Mais ça, ce n'est que le tout début de toutes les horreurs qui nous attendent. Au fil des années, Himmler, il s'est quand même progressivement éloigné de son épouse. Et vers 39 ans, il commence même une relation d'adultère avec l'une de ses secrétaires. D'ailleurs, il aura 2 enfants avec elle. Et finalement, il se sépara de sa femme, Maria, mais sans prendre la peine de divorcer. Bon, en tout cas, en parallèle, Himmler fait désormais partie des plus hauts dirigeants. Et là, il est chargé par d'aménager les nouveaux territoires conquis. Là, Himmler en profite alors pour saisir des grands terrains pour y construire de nouveaux camps d'extermination. Et notamment le plus connu d'entre tous, celui d'Auschwitz. Et Himmler développe aussi sa propre branche militaire au sein de la SS. Vous savez, c'est la terrifiante Waffen-SS, qui sera composée d'environ 1 million d'hommes au total. En tout cas, la SS en elle-même deviendra le principal instrument de sécurité, de surveillance et de terreur en Allemagne et dans l'Europe occupée. Là, les Waffen-SS se démarquent en particulier par de très nombreux crimes. En fait, partout où ils sont présents, ils volent, ils violent, ils assassinent. En tout cas, il faut vous le dire, la toute-puissance de la SS entraîne des fortes tensions entre Himmler et même d'autres dirigeants. Voilà, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir peur, ils se disent que le gars il a vraiment trop de pouvoir et qu'il peut être une menace pour les eux-mêmes quoi. La guerre va mettre ces conflits internes quand même en pause. Parce que là, en effet, l'Allemagne envahit ensuite le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la France. Et de son côté, Himmler se rend alors en Espagne, peu après ses 40 ans, pour une visite officielle. En fait, là, l'Allemagne cherche à se rapprocher du dictateur Franco pour avoir un petit allié. Alors entre-temps, ça va très vite, la France a capitulé. Mais la guerre se poursuit avec l'opération Barbarossa à l'été 1941. Barbarossa, c'est le nom de code donné à l'invasion allemande de l'Union soviétique. C'est une question d'existence et de survie. Il s'agira d'une lutte raciale d'une sévérité impitoyable, au cours de laquelle 20 à 30 millions de Slaves et de Juifs périront sous les balles à cause d'actions militaires et de crises d'approvisionnement alimentaire. Il est grand temps que toute cette racaille soit poussée dans les ghettos. Ensuite, introduisez des virus et laissez-les mourir. Himmler envoie alors ses escadrons de la mort sur le terrain en Union soviétique. Et là, leur rôle, en fait, c'est de suivre l'armée pour sécuriser les territoires après chaque bataille. Bon, concrètement, c'est simple, ils exécutent des habitants en masse. D'ailleurs, encore plus glauque, mais les victimes sont souvent forcées de creuser elles-mêmes une fosse commune avant d'y terminer. Pour vous décrire un peu la chose, déjà, les victimes sont déshabillées, elles sont dépouillées de leurs objets de valeur, et elles sont placées alors devant la fosse commune, puis elles sont abattues, et là, naturellement, elles tombent dedans. Et ce qui fait qu'alors, près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés en à peine quelques mois. Et en plus de toutes les expulsions, des famines organisées et du travail forcé en Union soviétique. Himmler ne fait qu'appliquer la stratégie nazie pour coloniser et germaniser les territoires. Bon, de son point de vue, en fait, il faut nettoyer, débarrasser, exterminer toute la vermine qui pourrait être sur les territoires dont il a besoin ensuite pour pouvoir créer son nouvel empire, quoi. Bref, alors qu'il a 41 ans, Himmler se met à multiplier les inspections des territoires occupés. En fait, il incite ses hommes à tuer toujours plus. D'ailleurs, après chacun de ces passages, les chiffres des massacres grimpent en flèche. Il visitait d'ailleurs très souvent les camps de concentration. Attention aux âmes sensibles pour le secret qui arrive. Il se trouve qu'un jour, Himmler est en Biélorussie pour inspecter un camp. Et là, il insiste alors pour voir une
une exécution de masse. En fait, il veut à tout prix voir comment ça se passe dans les faits, quoi. Là, on lui dit alors ok, et plusieurs centaines de juifs seront exterminés devant ses yeux. Et durant le massacre, un SS va tirer à bout portant sur une femme et son enfant. Et là, leur crâne va exploser. Du sang et des bouts de cervelle vont alors jaillir sur le manteau d'Himmler. Là, immédiatement, il fait une sorte de semi-malaise et il est à 2 doigts de s'évanouir. À ce moment-là, il se rend compte qu'il ne supporte pas la vue du sang. En fait, si je vous raconte cette anecdote horrible, c'est pour vous montrer le décalage absurde entre les décisions d'Himmler et leur application concrète. D'ailleurs, c'est après cet épisode qu'il va se dire « Waouh, le sang c'est pas mon truc » et il va mettre en place les chambres à gaz. Selon lui, ce serait une méthode plus civilisée qui permet d'alléger la charge psychologique des bourreaux SS. Bon, en parallèle, Himmler commande aussi une étude pour essayer de stériliser des juifs par rayon X. Et en plus, il demande même à des officiers SS d'entraîner des chiens à déchiqueter les prisonniers en 1000 morceaux. Un an plus tard, Himmler va alors se poser des questions sur ce que deviennent les corps dégazés. Et finalement, comme il y a beaucoup de corps, il va demander aux commandants des camps d'extermination de brûler les corps. Et il va aussi ordonner même de déterrer les corps des anciennes victimes pour les brûler eux aussi. En fait, il veut tout simplement détruire toutes les preuves de sa solution finale. Et parfois même, Himmler organise de vrais banquets avec les SS dans les camps qu'il visite. Un petit peu comme pour fêter un bon bilan en entreprise, Himmler fête la et il n'hésite pas non plus à s'octroyer des moments de détente en se faisant masser, en profitant d'un bon petit sauna juste avant et après avoir assisté à des exécutions. Et il passe aussi parfois des soirées à observer les étoiles, à regarder des films, à jouer aux cartes, à téléphoner à sa fille. En fait, il mélange des moments de vie très banals avec celles d'un véritable meurtrier de masse. Ce qui fait d'ailleurs que plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri rien qu'à Auschwitz au total. Et du coup, pendant tout ce temps, la Seconde Guerre mondiale continue à faire rage. Et Himmler aussi. Alors vous savez, Himmler c'est souvent considéré comme le fidèle, le plus zélé, le plus faillot. En fait, il est quand même très très fort pour se rendre indispensable et anticiper les attentes du Führer. Mais, il ne se repose pas que sur lui. En fait, Himmler profite aussi de la guerre pour étendre au maximum son pouvoir et son influence. Et en l'espace alors de quelques mois, il rencontre plus de 1600 gradés. Et pendant ce temps, Himmler met aussi fin à l'opération Reinhardt. C'est un autre plan secret allemand pour exterminer les juifs polonais. En fait, c'était la phase la plus meurtrière de l'Holocauste. Durant l'opération Reinhardt, 1,5 million de juifs sont assassinés en à peine une centaine de jours. D'ailleurs, bien plus tard, en 2016, on a retrouvé en Russie des carnets de bord, des sortes de journaux de guerre d'Himmler. Et là, les historiens ont découvert alors un événement qui illustre parfaitement la période. En fait, l'année de ses 43 ans, Himmler se rend dans l'est de la Pologne pour inspecter un camp d'extermination. En fait, il veut tout simplement évaluer l'efficacité des chambres à gaz de ce camp. Sauf que le truc, c'est qu'il n'y a aucun transport ni aucune exécution qui est prévue ce jour-là. C'est alors que 400 prisonniers sont amenés spécialement d'un ghetto pour être exterminés sous les yeux d'Himmler. Sachant que ces 400 victimes sont principalement des filles et des jeunes femmes juives. Il faisait déjà froid quand Himmler et de nombreux SS sont arrivés en train blindé. Des filles avaient été emmenées et elles ont dû attendre 2 ou 3 nuits avant d'être gazées. Les SS avaient reçu l'ordre de ne pas utiliser leurs bâtons ni leurs fouets afin de faire bonne impression devant Himmler. Ensuite, un immense banquet a été donné en son honneur le soir même. J'ai dû décorer les tables. Himmler était tellement enthousiaste à propos de cette visite. Lorsqu'il est parti en voiture, nos assassins portaient de nouvelles décorations qu'il leur avait offertes. D'ailleurs, chose très importante, mais Himmler ne mentionne jamais les souffrances de ses victimes dans ses journaux. Et d'ailleurs ne montre absolument aucun regret. En fait, pour vous dire, les journaux d'Himmler montrent que tout se juxtapose un peu au même niveau dans sa routine. C'est-à-dire qu'il va enchaîner des trucs totalement inhumains avec un petit repas, puis à un autre moment, il enchaîne une réunion. Tout ça est au même niveau pour lui, quoi. Tout ça est normal. C'est son quotidien. Pourtant, faut quand même vous le dire, Himmler, il a parfaitement conscience de ses crimes. En fait, lui et le régime ont voulu planifier et perpétrer l'Holocauste. Pour lui, c'était parfaitement dans le plan, tout se passait correctement. Et d'ailleurs, Himmler en donne la preuve en prononçant le discours de Posen quelques jours avant ses 43 ans. Je vous demande avec insistance de ne faire vraiment qu'écouter ce que je dis dans ce cercle et de ne jamais en parler. La question suivante nous a été posée. Qu'en est-il des femmes et des enfants ? Je me suis décidé là aussi à trouver une solution très claire. Je ne me sentais en effet pas autorisé à exterminer les hommes et à laisser grandir leurs enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants. Il a fallu prendre la décision de faire disparaître ce peuple de la Terre. Vous êtes désormais au courant et vous le garderez pour vous. C'est une page non écrite qui ne sera jamais
jamais écrite et pourtant glorieuse de notre histoire. Donc Himmler se montre vraiment fier d'exterminer le peuple juif, soi-disant pour protéger le peuple allemand. Et d'ailleurs, il souhaite clairement que personne ne le sache. D'ailleurs, à ce moment-là, le nombre de camps est sur le point d'atteindre un pic terriblement élevé. En fait, une étude américaine, bien plus récente, a recensé près de 40 000 lieux différents au total, notamment 30 000 camps de travaux forcés, plus de 1100 ghettos juifs et presque 1000 camps de concentration. Et même à peu près 500 bordels qui employaient des esclaves sexuels. En sachant que l'idée de cette prostitution forcée venait de Himmler lui-même. Pendant ce temps, Himmler en profite pour récupérer des objets confisqués aux prisonniers. Et il en envoie régulièrement comme cadeau à sa famille. Mais les hauts gradés SS se livrent eux aussi à des vols à grande échelle. Bref, comme vous le constatez, à 43 ans, la carrière d'Himmler se porte à merveille. Mais l'étau se resserre sur le Troisième Reich. Et l'Union soviétique se rapproche de plus en plus de Berlin. Et l'un des soirs où l'armée soviétique fait une grande percée, et bien au même moment, Himmler, il est en train de regarder un film allemand sur le Titanic. Du coup, assez ironique et symbolique quand même du naufrage. Mais en parallèle, un grand complot tente d'assassiner et de renverser le régime. Sauf que les explosifs sont placés un peu trop loin et n'est qu'à peine blessé. En revanche, il est furieux comme jamais. Et là, il charge alors Himmler de nettoyer le régime pour se débarrasser de tous les traîtres. Là, Himmler fait alors la chose très bien, il envoie sa Gestapo traquer, fouiller et arrêter. Et en quelques jours, 7000 personnes liées au complot sont assassinées. Mais aussi des milliers d'autres sont envoyés en camp de concentration. Leurs uniformes sont alors brûlés, puis les cendres dispersées dans les égouts. Mais on en arrive quant à nous à la dernière année du conflit qui va entraîner la chute brutale d'Himmler. Alors ça y est, à 43 ans, Himmler devient ministre de l'Intérieur. En plus, bien entendu, de toutes ses autres fonctions. Et quelques mois plus tard, il est aussi nommé à la tête de l'armée de terre de réserve. Et ce qui va alors le placer à la tête de 2 millions d'hommes supplémentaires. Et là, d'ailleurs, à la demande du Führer, il forme une garde nationale composée de vieillards et de garçons. Et il les envoie alors mal préparés sur le front, face à une armée de 5 millions de Russes. En fait, à ce moment-là, faut être clair, c'est une condamnation à mort pour les dizaines de milliers d'Allemands en plus. Ils ne sauront pas faire face. Nos adversaires doivent comprendre que chaque kilomètre de notre pays coûtera des flots de sang. Chaque pâté de maison, chaque village, chaque ferme, chaque fossé, chaque buisson, chaque forêt sera défendu par des hommes, des garçons, des vieillards, et s'il le faut, par des femmes et des filles. Nos mauvais ennemis devront constater qu'une intrusion en Allemagne, dût-elle réussir ici ou là, leur coûtera un prix qui équivaudra pour eux à un sacrifice national. Et peu après, le Führer nomme aussi Himmler commandant en chef de plusieurs groupes armés, et notamment dans le Haut-Rhin, pour tenter de défendre l'Alsace face aux Alliés. Et un autre aussi pour protéger Berlin contre les armées soviétiques. Bref, à ce moment-là, Himmler est au sommet de sa puissance alors que les sont au plus bas. Parce qu'en réalité, il commence quand même à sentir que ça sent le sapin tout ça. Et il sent que l'Allemagne a l'air d'être perdue. Pourtant, il refuse de changer ses habitudes. À 44 ans, il continue de vivre un peu comme dans un rêve, dans une sorte de déni géant. Et même à ce moment aussi critique, il ne travaille que 4 heures par jour. En fait, il exige un massage quotidien avant de commencer à travailler. Et il s'autorise une longue sieste après le déjeuner. Pendant ce temps-là, des milliers de personnes meurent au front et sous ses ordres. Sans parler de tous les camps d'extermination. D'ailleurs, faut le dire, mais Himmler se révèle assez mauvais en commandement militaire. En fait, il va enchaîner échec sur échec. Là, à un moment, il en peut plus et il le tient responsable et il finit alors par le remplacer. Bon, Himmler, il se dit que c'est pas bon quand même qu'on lui retire des postes. Alors là, il va contacter secrètement les Anglais et les Américains pour tenter de négocier la paix avec eux. En fait, il tente d'utiliser les prisonniers des camps comme monnaie d'échange. Mais les Alliés refusent catégoriquement de négocier avec un homme aussi impliqué dans des crimes de guerre. Et il continue alors d'exiger une capitulation sans condition. Ça va très vite, quelques jours plus tard, le Führer est mis au courant de la trahison d'Himmler. Il est à ce moment-là fou de rage et il déclare alors que c'est la pire trahison qu'il ait jamais connue. Himmler est immédiatement démis de ses fonctions, il est exclu du parti et il est aussitôt remplacé. Ordonne même son arrestation. Bon, en tout cas, au même moment, les soviétiques sont sur le point de prendre le bunker d'assaut, le fameux bunker de guerre. Le Führer rédige son testament, puis il met fin à sa vie le lendemain. Et là, après la mort d'Hitler, on s'imagine toujours que tout est terminé, mais pas du tout. Il y a un nouveau gouvernement qui tente immédiatement de se former juste après son décès. Et là, Himmler a alors l'audace de leur proposer ses services, mais il est refoulé de partout. Mais bon, finalement, ce nouveau gouvernement, il va pas faire long feu et il va devoir capituler face aux soviétiques. Et là, une véritable chasse à l'homme commence pour Himmler, qui est traqué par les Alliés. En fait, Himmler, à ce moment-là, faut quand même être clair, il avait vraiment pas conscience que ça pourrait terminer aussi mal pour lui. Il avait vraiment préparé aucun plan de fuite, à part des faux papiers militaires. Du coup, pour faire bonne figure, il va se raser la moustache, il va se mettre un bandeau sur l'œil gauche et il se déguise dans un uniforme déchiré. Un truc, c'est qu'il refuse de retirer ses lunettes, qui sont assez reconnaissables quand même. Et du coup, à ce moment-là, il commence une cavale à travers toute l'Allemagne en compagnie de ses derniers fidèles. Et il va alors errer plusieurs jours dans la campagne proche de la frontière danoise.
Et finalement, il va se faire arrêter comme un bleu à un point de contrôle. En fait, c'est ces faux papiers qui étaient tout neufs et qui attirent quand même l'attention. Et là, un militaire britannique reconnaît Himmler durant un interrogatoire. C'est à ce moment-là que Himmler mord une capsule de cyanure qu'il avait cachée dans sa bouche depuis quelques heures. Et il va alors mourir en quelques instants, à l'âge de 44 ans. Son corps est enterré secrètement le lendemain dans une tombe anonyme, sachant que l'endroit exact n'a jamais été retrouvé. Donc, au final, Himmler meurt sans être jugé pour ses crimes. Sachant qu'au total, on a 13 millions de personnes qui ont été déportées en Allemagne pour subir du travail forcé. Mais aussi des centaines de milliers d'entre eux y ont perdu la vie. Et on estime enfin que 5,9 millions de juifs ont été tués dans l'Holocauste dirigé par Himmler. Mais avant de finir, je vais vous révéler un dernier sombre secret sur lui. En fait, en plus du Graal, de l'Atlantide ou même de Camelot, il faut savoir que Himmler se prend aussi de passion pour la sorcellerie. Et en 1935, donc 9 ans avant sa chute, là il lance un projet top secret. Et il va alors envoyer des agents dans toute l'Allemagne pour faire des recherches sur les sorcières. Himmler est persuadé que les sorcières cachaient des secrets et il veut les découvrir. En fait, il pense que ça pourrait l'aider à créer sa religion SS. Mais il va encore plus loin dans son délire parce qu'il est persuadé qu'il descend d'une sorcière lui-même. En tout cas, c'est bien ce qu'il veut faire croire, pour se donner une ascendance peut-être un peu plus surnaturelle. À ce moment-là, il demande à ses agents de retrouver son ancêtre qui était peut-être une sorcière. Bon, évidemment, ils vont rien trouver. Du coup, finalement, en 1939, Himmler fait déterrer des ossements d'une femme qui a été exécutée pour sorcellerie bien avant, 300 ans avant, quoi. Et là, ça y est, il fait croire à tout le monde qu'il a déterré son ancêtre. Et bien voilà la poiscaille. Vous connaissez maintenant peut-être un peu mieux tous les secrets sur celui qui était devenu le bras droit du Führer. Mais en tout cas, juste avant de terminer, je vais vous raconter une dernière anecdote. Parce qu'il se trouve que le camp d'Auschwitz a été libéré le 27 janvier 1945, donc. Et ce jour-là, l'armée soviétique découvre toute l'horreur sur place. D'ailleurs, certains soldats soviétiques resteront traumatisés à vie de ce qu'ils auront vu là-bas. Et notamment un certain Léon Tibrandt, sachant que depuis ce jour-là, il en avait fait des cauchemars presque chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Alors je vous laisse imaginer tous les cauchemars que les survivants des camps ont dû faire aussi. Donc voilà ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique, vraiment très violent, quoi. En fait, c'est intéressant de voir aussi tout ça sous un angle plus onirique, puisque tout ce qu'on fait et tout ce qu'on crée du coup dans notre vie éveillée, là, ça a aussi une répercussion quand on dort et sur nos rêves. Et le truc, c'est que quand on vit des choses extrêmement intenses dans le négatif, dans sa vie, ça finit par créer une cicatrice directement quand on est en train de dormir, et ça prend la consistance des cauchemars, qui n'arrivent plus à partir. Et justement, la thématique des cauchemars et des rêves, c'est quelque chose que j'explore à fond dans ma saga Noisuli. Mais elle n'est pas encore sortie, ce sera fin février. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, c'était passionnant à tourner, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne nuit.